Bonjour et bienvenue au balado UEC en ondes. Je m'appelle Coralie Rivet-Ducharme, je suis coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives à l'Union étudiante du Québec. L'épisode d'aujourd'hui continue dans la thématique sur la communauté étudiante internationale. Par contre, on va aborder des aspects plus généraux. On va donc discuter de l'impact de l'immigration sur la société québécoise. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Aram Musco, porte-parole de l'organisation Le Québec c'est nous aussi, LQCNA, qui lutte pour la défense des personnes immigrantes. Il faut savoir que cet épisode a été tourné le 1er avril 2026. Il est donc possible que certaines informations reliées à ce dossier aient changé au moment de la publication de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut, bienvenue au balado UEC en ondes. Comment ça va? Très bien, merci de m'avoir. Oui, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler de la communauté étudiante internationale, mais on va parler aujourd'hui d'un aspect un peu plus large, un peu plus de la société, de l'immigration de façon plus générale dans notre thématique de 3 épisodes, comme tu sais, à UEC en ondes pour ce sujet-là. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un petit peu, toi personnellement, puis ton parcours, ton implication dans l'organisation et tout? Moi, je m'appelle Aram Musco, j'ai 25 ans. Je suis originaire de France. Je suis arrivé au Québec en septembre 2022 pour faire mes études, mon baccalauréat. Puis maintenant, je suis à la maîtrise, donc je poursuis mes études ici au Québec. Puis je me suis impliqué avec le Québec c'est nous aussi, donc une association constituée de personnes issues de l'immigration depuis environ, je n'ai pas la date exacte, là, mais novembre de l'année dernière. OK, donc 2025. Ouais. OK, parfait. Puis qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'impliquer auprès de Le Québec c'est nous aussi, de son acronyme LQCNA? Ouais, on entend parler beaucoup maintenant l'annonce de la fin, de l'abolition du PEC, donc le programme d'expérience québécoise, qui était un des programmes qui existait, le PEC, si je ne me trompe pas, depuis 2010 ou 2011, qui était un programme qui permettait aux travailleurs, certains travailleurs, puis les étudiants, à avoir une voie priorisée vers la résidence permanente, dans le fond, au Québec. Puis ce programme a été aboli, laissant beaucoup de parcours un petit peu sans suite. Fait que moi, mon but, là, c'était... Je voulais pas juste rester là, comme ça m'affectait directement également, de ne pas rester là sans rien faire. Je voulais essayer, justement, le fait que j'ai le luxe d'avoir des permis qui expirent pas tout de suite maintenant. J'ai des permis encore valides pendant quelques temps. D'essayer de m'impliquer pour aider le plus possible. Puis c'était juste en scrollant sur Instagram, là, que les vidéos de... Le Québec, c'est nous aussi, sont arrivés. Puis après, il y a eu un appel au témoignage. Fait que progressivement, je me suis impliqué de cette façon-là. Puis maintenant, je suis l'un des porte-parole de l'association. OK, mais c'est cool. Fait que c'est parti d'un point de vue plus personnel, puis de toi, en fait, en étant personnellement impacté par cette situation-là, puis ça t'a amené à vouloir t'impliquer de manière plus large. Exactement. Ah, mais c'est cool. Puis est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de c'est quoi LQCNA pour les personnes qui connaissent pas ça? Tu sais, c'est quoi exactement cette organisation-là? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Qu'est-ce que ça défend aussi comme cause? Ouais, donc le Québec, c'est nous aussi. Ça a été créé en 2019-2020. À l'époque, il y avait déjà eu... On parlait déjà de la fin du PEC, où il y avait comme des réformes du PEC à ce moment-là. Puis le Québec, c'est nous aussi, c'est à ce moment-là qu'ils sont créés. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment une association qui est constituée de personnes de la communauté immigrante, soit des personnes qui sont maintenant des résidents permanents ou des citoyens qui sont passés par ces parcours d'immigration, ou des personnes comme moi qui sont dans des permis temporaires, qui souhaitaient justement pérenniser leur intégration au Québec. Et le Québec, c'est nous aussi, en 2019, ils s'étaient vraiment impliqués pour le PEC, puis ils avaient réussi avec d'autres acteurs à faire changer les choses, puis le PEC a été maintenu, puis M. Legault, à cette époque-là, avait donné une clause de droit acquis, justement, aux personnes affectées par le PEC, puis on se retrouve un petit peu dans une même situation quelques années plus tard. Donc là, le Québec, c'est nous aussi, naturellement, reprend leurs actions. Récemment, dans les derniers mois, quelques actions concrètes que le Québec, c'est nous aussi, ont organisées. C'était des manifestations un petit peu partout au Québec, dans plusieurs villes. Puis on a réussi à vraiment rassembler, je pense, de nombreux acteurs de la société québécoise. On a réussi à rassembler des unions, des associations. On a réussi à rassembler des unions du patronat, les unions des travailleurs. Donc, les travailleurs et les patrons sont mis d'accord sur un même sujet. Avec les syndicats aussi. Exactement, avec les syndicats, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. Ouais. Moi, j'ai pu aller rencontrer personnellement avec une équipe de
4-5 autres personnes du Québec. C'est nous aussi la mairesse de Montréal. Je sais que dans d'autres villes, il y en a d'autres qui sont allés rencontrer également Bruno Marchand à Québec. Et puis progressivement, on a vu que une rencontre à une autre, ça fait que vraiment plusieurs maires de plusieurs villes du Québec sont rassemblés autour de cette cause. Et on a la chance d'avoir énormément de soutien. On a du soutien au sein de l'Assemblée nationale du Québec avec Guillaume Clich-Rivard, notamment au Québec solidaire. Dans le Parti libéral aussi, j'ai pas envie de me tromper dans l'ordre de son nom, mais c'est André Albert Morin, je pense, pas l'inverse, pas Albert André. Mais voilà, et non, c'est ça, on continue les actions, puis on espère qu'il y aura du changement concret, et on essaie de rester le plus confiant possible. On a vu notamment là récemment avec la course à la chefferie que les candidats, Christine Fréchette et Bernard Drinville, ils commencent à parler de ce sujet-là, puis chacun a sa vision des choses. Mais nous, le Québec, c'est nous aussi, ce qu'on espère vraiment, c'est une clause de droit acquis pour tout le monde qui a été impacté par justement ces changements soudains. Pour que les personnes qui étaient dans le fond sur le territoire au moment de l'abolition du PEC puissent avoir accès à ce programme-là, Exactement. comme il leur a été promis finalement. Parce qu'on parle beaucoup de promesses brisées finalement par le gouvernement en avoir incité les personnes à venir ici, puis finalement, un coup qu'ils sont ici, leur dire le programme que je t'avais dit qu'il existait, maintenant, tu peux plus y avoir accès, ce qui est un peu... Ouais, c'est ça. Autant on comprend la souveraineté d'un gouvernement de changer ses politiques d'immigration, mais pour les personnes qui étaient déjà ici et déjà dans des parcours. Moi, si je devais prendre mon expérience personnelle, j'étais à 2/3 de mon parcours universitaire au baccalauréat. Parce que le PEC, dans le fond, il a été d'abord gelé, puis il a été gelé en 2 temps. Donc le PEC, le programme de l'expérience québécoise, c'était en octobre 2024. Ils ont gelé le volet diplômé, là. Donc, il fallait avoir un diplôme baccalauréat, maîtrise, doc. Je pense qu'il y en avait d'autres, mais je pense que ça, c'était comme les principaux. Donc, un diplôme du Québec qui permettait ensuite de déposer notre demande. Et une preuve de niveau de français également. Ouais. Même si on était français, il fallait quand même avoir ses preuves de français. Soit c'était via notre diplôme en France. Moi, par exemple, mon diplôme de bac français, donc l'équivalent là, du DEC, on pouvait prouver avec ça, ou avec des tests de langue qui sont quand même pas mal onéreux, là. Ils coûtaient à peu près $400-450, puis les résultats sont que reconnus pour 2 ans. Donc, même si on est français ou belge ou suisse ou issu des pays du Maghreb, des gens francophones de naissance, si on faisait pas nos démarches dans ces 2 ans, il fallait ensuite repasser le test pour pouvoir éventuellement accéder aux documents. Puis, il y avait un autre volet, donc le volet travailleur, pour le coup. Puis là, c'était 2 ans d'expérience qualifiée dans certains secteurs. On a souvent entendu le ministre Roberge de l'immigration, M. Legault, parler de gonfler les chiffres, entre guillemets. Là, on disait 350 000, 500 000 personnes qui seraient éligibles. Mais nous, de ce qu'on a compris de ça, là, c'était plutôt les chiffres qu'ils utilisaient, c'était vraiment des chiffres de la totalité des travailleurs et des personnes étudiantes présents sur le sol québécois de manière temporaire. Puis le PEC, ça n'a jamais concerné par année autant de chiffres. Même par curiosité, je suis allé voir sur le site du ministère de l'Immigration, là, du MIFI, dans les données ouvertes. Puis on a les chiffres du PEC, autant travailleurs que diplômés. Et puis on voit que c'était jamais dans les 350 000 par année. Là. Ça a augmenté progressivement, là, mais c'était toujours en dessous des seuils que maintenant ils mettent dans le nouveau programme qu'ils mettent en place. Là. Donc c'est vrai que on voit quand même des incohérences de dire à des personnes déjà ici, francophones, ou qui ont fait l'effort d'apprendre la langue, qui travaillent ou qui ont fait leurs études, qui payent leurs impôts. Moi-même, en tant qu'étudiant étranger là, et résident temporaire, je paye mes impôts à chaque année, je fais mes déclarations. Je contribue à l'économie québécoise, je travaille à temps partiel. Enfin, il y a comme une incohérence avec d'abolir vraiment un programme qui permettait une immigration, je pense, vraiment une bonne immigration. C'était des personnes, comme j'ai dit, étudiants qualifiés aux normes du Québec en ayant fait leurs études dans les universités québécoises, ou des personnes travaillant dans des secteurs qui étaient... C'était pas tous les secteurs là, qui étaient concernés par le PEC travailleur. C'était les gens de la santé, dans l'éducation. Il y avait vraiment des critères particuliers. Puis comme tu as dit tantôt, là, c'était des gens qu'on était allés chercher
Et le gouvernement, il dit on n'a jamais fait de promesse, c'est un permis temporaire. Quand le fédéral donne un permis, il est temporaire, il y a une clause là qui dit qu'on doit rentrer. Ça, je suis d'accord là. Je pense que toutes les personnes qui revendiquent le retour du PEC ne sont pas des personnes qui souhaitent rester illégalement sur le territoire. Là, la plupart des gens, là, une grande majorité veulent faire ça de la bonne façon. Mais il y avait quand même cette promesse implicite faite que lors de campagnes de recrutement par le gouvernement du Québec en France pour les travailleurs, il y avait si vous choisissez le Québec, ne vous inquiétez pas, il y aura ce programme qui va vous permettre d'accéder plus facilement à la résidence permanente. Donc c'est vrai d'avoir un peu le tapis tiré sous nos pieds d'un seul coup. C'est vrai que ça inquiète beaucoup de monde. Et puis le nouveau programme, on peut peut-être en parler après là, mais c'est vrai que le nouveau programme n'est pour l'instant pas tant rassurant pour la plupart des personnes. Oui, on peut en parler du nouveau programme. Si tu veux, le PSTQ, là, en fait, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, si je ne me trompe pas de l'acronyme exactement. Nous, ce qu'on entend un peu en ce moment, justement, c'est que c'est vraiment très différent du PEC. En fait, c'est plus complexe. Il y a vraiment une lourdeur administrative aussi. C'est un système de points. Donc, il y a même des personnes qui se qualifient pas en ce moment selon le système de points, mais pourtant, c'est des personnes qui sont ici depuis un moment, qui ont étudié ici, qui travaillent ici, qui contribuent à la société québécoise, puis quand même ne se qualifient pas. Puis bon, ça, c'est un enjeu en soi, mais même quand on regarde, en fait, j'ai pas les chiffres nécessairement sous la main, mais quand on regarde le nombre de personnes qui ont été acceptées dans ce programme-là, qui ont reçu ensuite le certificat d'acceptation du Québec, c'est minime, en fait, ces chiffres-là. Exactement, ouais. Puis je pense d'ailleurs c'est intéressant de parler de ça parce que le système d'immigration, là, c'est un système qui est très complexe, peu importe le pays, Canada. Moi qui viens de France, le système d'immigration français est aussi compliqué. Nos voisins au sud de la frontière aussi, c'est pas mal un gros sujet, là, assez complexe. Mais au Canada, en tout cas, la spécificité du Québec, c'était le Québec est la seule province au Canada qui peut contrôler par elle-même, là, toute seule, son immigration économique. Donc, elle peut contrôler quel travailleur elle choisit et quel étudiant elle choisit. Puis le fédéral, eux, il s'occupe ensuite des demandes d'asile. Fait que pour avoir la résidence permanente au Québec, c'est en 2 étapes. Il faut d'abord obtenir le CSQ, donc le certificat de sélection québécois, pour ensuite pouvoir faire sa demande au fédéral. On est habitué au délai d'attente. Là, je pense que les personnes savent quand ils se lancent dans des démarches d'immigration que ça va prendre du temps. Le temps fait partie toujours de ce facteur. Mais avec ce nouveau programme de PSTQ, c'est déjà... Il faut savoir que l'ancien programme a été mis sous gel d'abord sans préavis. C'était comme des gens qui étaient prêts à déposer leurs documents, qui avaient fait leurs 2 ans de travail, qui disaient demain je le dépose ou je le dépose dans 1 semaine, qui étaient en train de récupérer tous les papiers, faire les démarches avec leurs avocats. Du jour au lendemain, ils auraient pu le déposer à, je dis n'importe quoi, là, à 23h54, et à minuit 1, too bad, c'est trop tard. Ouais. Donc les étudiants, c'était en octobre 2024. Les travailleurs, ensuite, sans préavis, c'était en juin 2025. Puis, je pense que tout le monde se disait, ils mettent sous pause temporairement pour voir la situation. Mais je pense que personne se disait, ce programme serait supprimé. Puis, il faut savoir que aussi, en même temps que tous ces programmes-là, il y en avait d'autres qui existaient. Il y avait le PEC, il y avait des programmes pilotes pour les secteurs de l'IA ou comme de l'informatique, si je ne me trompe pas. Il y avait le PRTQ, qui était le programme des travailleurs réguliers, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait plusieurs programmes, et il y avait le PEC. Puis là, ils ont décidé Eux, ils considèrent ça facilité, on supprime toutes les autres, puis on met le PSTQ. Puis le PSTQ, donc le programme de sélection, qui, sur papier, et comme ça, quand on entend le gouvernement parler, peut sembler être une bonne chose. On dit, là, on va sélectionner des personnes qui parlent le français, on va sélectionner des personnes qui ont étudié ici, on va sélectionner des personnes dans les secteurs prioritaires. Mais on voit qu'en réalité, puis c'est pour ça que nous, le Québec, nous aussi, on essaye d'informer la société québécoise, puis même d'essayer de parler avec le gouvernement actuel, de leur informer. Nous, notre but, c'est principalement de pouvoir collaborer et travailler ensemble, de pas dire, OK, vous avez ces intentions-là, mais nous, on dit sur la réalité vécue sur le terrain, malheureusement, ça ne semble pas fonctionner. Si je devais prendre des exemples concrets, je peux prendre mon exemple. Moi, j'ai fait ma demande, ce qu'on appelle une demande d'intérêt, parce que faut savoir que même lorsqu'on est sélectionné via ce nouveau programme, c'est pas comme « Ah, c'est bon, on a la résidence permanente ». On est sélectionné pour pouvoir déposer notre dossier. Après, on dépose notre dossier, on attend, puis après, on a enfin son CSQ, puis après, on peut faire sa demande au fédéral. De notre point de vue, ça semble être juste beaucoup de bureaucratie, puis beaucoup de démarches supplémentaires et d'attente. Puis
Puis une chose que je vais dire que je suis d'accord avec le gouvernement, c'est oui, eux, ils s'occupent pas des permis directement, des permis de travail, permis d'études, là c'est le fédéral, mais il me semble quand même quand on est au ministère de l'immigration, le rôle d'un ministre est d'essayer de travailler avec justement les entités fédérales pour trouver des solutions. Ouais. Et puis c'est sur ce point-là qu'on essaye d'appuyer là-dessus, puis je suis sûr qu'ils travaillent là, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qui fait un peu la sourde oreille à nos inquiétudes, parce qu'on a envoyé des lettres pour aller à sa rencontre, pour pouvoir lui parler vraiment en personne, pour parler de nos inquiétudes. Puis malheureusement, toutes nos demandes de rencontre avec le ministre Auberge d'immigration sont restées à date sans retour, ce qui est vraiment dommage. Puis dans ce nouveau programme, comme je disais tantôt, donc on a des points. Avant, c'était des critères fixes avec le PEC. Donc il fallait avoir son diplôme, il fallait avoir son test de langue, là, sa preuve de langue. Pour les travailleurs, il fallait avoir sa preuve de 2 ans de travail dans les secteurs admissibles, puis pareil, son test de langue, puis après les documents là, généraux. Le PSTQ, c'est on met une demande d'intérêt. Donc, plein de comme sous-sections là. C'est toute l'expérience de travail au Canada, expérience de travail dans les 5 dernières années à l'étranger. Est-ce qu'on a des connaissances de langue? Est-ce qu'on a des connaissances de français? Est-ce qu'on a un diplôme du Québec? Où est-ce qu'on habite au Québec? Parce qu'il faut savoir que, contrairement à l'ancien programme, habiter dans la région de Montréal et de Laval, ça nous donne aucun point, par exemple. Puis c'est pas juste l'île de Montréal, là, c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Donc on peut habiter, je pense que Saint-Jérôme, c'est dans la communauté métropolitaine, par exemple. Mais c'est pour montrer, ça se concentre pas juste sur Montréal, son île. On peut se dire, Montréal, au pire, va sur la rive nord, mais malheureusement, non. Si on vit dans ces zones-là, on n'a pas de points. Sur l'âge aussi, on a des points. Si on a plus de 40-45 ans, il n'y a pas de points pour l'âge. On se trouve avec des personnes qui sont qualifiées, mais qui, objectivement, n'ont pas le bon nombre de points. Puis, dans le PSTQ, il y a plusieurs volets. Volet 1, travail qualifié de secteur comme 0, 1, 2, c'est des métiers qui requièrent des diplômes, par exemple. Puis après, on a d'autres secteurs. Puis, ce qui est très compliqué à déterminer, puis c'est sur ça qu'on insiste aussi là, c'est le manque de prévisibilité avec ce programme, parce qu'on voit des gens qui sont sélectionnés avec un certain nombre de points, mais qui n'est pas non plus le nombre de points que eux ils disent qu'ils ont sélectionné. Enfin, que c'est très compliqué juste à prévoir, parce qu'on se dit qu'on a un programme, le PEC c'était OK, on déposait notre demande, puis après c'était un peu dans le premier venu, premier servi, mais on savait OK, toi t'es arrivé il y a 2 ans, tu déposais ta demande, généralement 6 mois, 1 an plus tard, on avait notre CSQ, puis après on faisait notre demande. Puis il faut savoir qu'une fois que notre demande de résidence permanente était lancée, là on avait des permis automatiquement. C'était une entente avec le Québec qui permettait de renouveler de manière continue tant que la demande était en cours de traitement. Alors que là, on se retrouve avec un système qu'on ne sait même pas si on aura le bon nombre de points. Si on a le bon nombre de points, est-ce que c'est vraiment les points qui font qu'on va être sélectionné? Si oui, est-ce que c'est tous les mois, il y a maintenant des tirages, là, ce qu'ils appellent la sélection? Puis, Monsieur Robert, je lui ai dit que non, nous on sélectionne vraiment. C'est pas du tirage au sort, c'est de la sélection. Mais la réalité que nous on voit, c'est oui et non. C'est oui si on parle français, oui si on travaille dans certains secteurs, on a une meilleure chance. Mais par exemple, moi j'ai une amie qui vient d'être sélectionnée. Son conjoint ne travaille pas nécessairement dans un milieu prioritaire. Puis je suis hyper contente pour elle, je dis pas le contraire, mais on en parlait. Elle disait, mais là, moi j'ai même pas le nombre de points vraiment suffisant. Pourquoi moi j'ai été sélectionné, pas quelqu'un d'autre? Enfin, ça crée juste de la confusion au sein de la communauté immigrante. Puis elle le mérite entièrement, là, elle parle français, elle travaille, elle fait ses études ici, mais c'est juste tout le monde se dit, OK, on est là maintenant à chaque mois, devant moi je vais sur c'est le site, c'est Arima, là où on fait notre demande, puis à chaque mois je regarde, OK, est-ce que j'ai été sélectionné? Non, OK, mois prochain, puis moi je fais partie de ceux qui ont de la chance, qui ont des permis qui expirent encore dans quelques temps, là. Mon permis d'études, il expire en août 2027, puis après, je peux faire un permis travail ouvert, là, post-diplôme, ce qu'on appelle, pour 2-3 ans. Donc, moi, j'ai encore le temps, de la chance de pouvoir me dire que, bon, j'ai encore 3-4 ans devant moi sans avoir trop à m'inquiéter sur mon statut au Canada et au Québec. Mais il y en a qui auraient pu déposer leur dossier il y a 1 an, qui n'ont pas pu parce que c'était gelé. Puis là, ils se retrouvent avec des permis qui expirent bientôt. Fait que oui, c'est le fédéral qui décerne les permis, mais c'est d'une certaine manière le gouvernement actuel et les décisions qui ont été prises par les ministres qui font qu'il y a une urgence qui a été créée, parce qu'au lieu d'avoir pu juste déposer 1 an, recevoir son CSQ au bout de 6-8 mois,
puis avoir un permis ensuite. On s'est retrouvé avec comme un amas de personnes arrivées lorsqu'un programme clair était en place, qui se sont retrouvés coincés parce que le programme d'un seul coup n'existe plus, et puis qui maintenant doivent prendre des décisions drastiques. Puis on s'entend là, quand un permis expire, on a 90 jours pour quitter le territoire ou régulariser son statut. Et on s'entend que des gens qui ont tout quitté dans leur pays d'origine, vendent leur maison, vendent leur voiture, leur travail, on ne retourne pas dans son pays d'origine comme ça en 90 jours après être resté ici pendant 2 ans. Donc on se retrouve vraiment dans des situations dramatiques. Puis c'est des personnes qui travaillent, on entend souvent parler de l'immigration, hein, c'est des personnes qui viennent puis qui profitent des systèmes en place, mais la majorité des personnes qui sont venues ici dans le contexte là, du programme de l'expérience québécoise sont soit des étudiants, donc qui ont investi des sommes, parfois des sommes quand même monumentales là, pour faire leurs études ici, ou des travailleurs qui sont venus dans des secteurs justement dont le Québec avait besoin. Je voulais avoir un peu ton opinion, en fait, à des secteurs peut-être qui sont plus touchés en ce moment par cette situation-là. Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, au Québec, qui dépendent plus de l'immigration que peut-être d'autres, puis qui en ce moment sont impactés? Je sais qu'il y a le secteur de l'hôtellerie. L'hôtellerie et la restauration ont beaucoup recours à ces personnes-là. Puis on entend souvent parler, par exemple, que la jeunesse québécoise, canadienne n'a pas accès aux emplois d'été, mais il faut se rappeler qu'aussi que oui, il y a les emplois d'été, là, par exemple, pour les jeunes, c'est important, mais que aussi les personnes dans la restauration, l'hôtellerie ont aussi besoin de personnes sur le long terme qui travaillent également. Puis c'était justement ces personnes-là qui travaillaient, par exemple, dans ces secteurs. Moi qui travaille dans la culture, par exemple, je travaille à la Place des Arts, je sais qu'on a aussi besoin de personnes dans l'événementiel qui peuvent travailler pour nous. Puis il n'y a pas nécessairement non plus une demande au niveau des Québécois, par exemple, pour ces emplois-là. Je fais partie justement de ceux qui embauchent du monde. Puis, du coup, je vois les dossiers, puis on a un assez bon mélange. Donc, avoir des personnes qui sont qualifiées et qui, en plus, qui connaissent le métier, c'est important. Puis, même pour les personnes qui font leurs études ici, je pense que c'est des personnes qui commencent à travailler. Parce que quand on est aux études, on peut travailler 24 heures semaine, là. Donc, c'est des personnes qui commencent à travailler dans leur secteur, puis qui espèrent ensuite aller travailler à temps plein à la fin de leurs études. Donc, il y a comme un réseau qui commence à se construire à ces âges-là, quand on a 24-25 ans. Puis là, il y a une incertitude, du coup, par exemple, pour le milieu étudiant aussi. De ne pas savoir si, OK, après mes études, je vais pouvoir continuer mon intégration et plus pleinement construire ma vie ici. Si le programme fait que, ton secteur, tu travailles, tu as fait des études dans le culinaire, ton secteur, il n'est pas prioritaire. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est des personnes qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont intégrées et qui ont des logements aussi. Exactement. Non, j'ai remarqué que tu portes le symbole du cœur bleu qui a été initié à la base par LQCNA, justement. Fait que, d'ailleurs, dans l'épisode d'introduction, Flora et moi, on le portait également. J'ai oublié le mien aujourd'hui. Je m'en excuse terriblement. Mais je voulais voir si tu pouvais peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi ce symbole-là, qu'est-ce qu'il représente? Oui, le cœur bleu, dans le fond, c'est un petit clin d'œil au printemps érable avec les carrés rouges. Il y a eu une autre version, avant on avait des petits carrés bleus là, tu sais, mais ça s'est transformé en cœur bleu, tu sais, pour montrer, tu sais, le cœur, ça va peut-être paraître un petit peu, tu sais, corny là, mais tu sais, c'est vraiment, ce sont des personnes qui sont tombées en amour du Québec et qui ont fait le choix de venir au Québec parce que, tu sais, ils aimaient le Québec, puis tu sais, des gens qui veulent rester parce qu'ils aiment leur vie au Québec, ils ont tissé des liens avec les Québécois et les Québécoises. Fait que c'est comme un petit clin d'œil à ça, tu sais. Exactement. Mais c'est intéressant, j'aime ça, le symbole, honnêtement, c'était une très bonne idée. Puis je pense que c'est frappant, on le voit beaucoup dans les médias et tout ça. Fait que vraiment, j'adore ça. Du fait que l'immigration, c'est essentiel pour l'économie au Québec. Est-ce que toi, tu aurais une explication de pourquoi, en fait, on dit ça? Je pense, je pense historiquement, le Québec, puis le Canada, au plus au sens large, tu sais, c'est une terre d'immigrants. Fait que je pense que l'immigration fait partie intrinsèque du Québec. Tu sais, les Français, tu sais, sont venus ici, puis tu sais, ça a fait que c'était la Nouvelle-France. Donc, tu sais, je pense que tu sais, ça fait partie déjà de l'histoire vraiment intégrante du Québec, là, l'immigration. Puis sur le plan juste économique présentement, on voit que la démographie, il y a plus de personnes qui meurent au Québec que de naissances. Fait que, naturellement, au fil des années, tu sais, il va y avoir moins de personnes qui travaillent. Donc, tu sais, il faut... On a deux solutions, tu sais. Soit les Québécois font plus de bébés, soit il va falloir, tu sais, pallier d'une manière ou d'une autre avec des personnes. Fait que c'est pour ça, l'immigration, tu sais, c'est vraiment important. Tu sais, il faut que quelqu'un... Oui, tu sais, on veut plus de logements, plus de ci, plus de services, mais tu sais, ça prend des gens pour le faire. Fait que, et je comprends entièrement, tu sais, que c'est une balance à avoir, tu sais. OK, on veut des gens, mais on veut pas non plus, tu sais, qu'il y en ait trop pour que, tu sais, le secteur, tu sais... C'est toute une balance, mais
Mais ça prend des gens pareils. Et puis, les gens qui étaient affectés par le PEC, on en a parlé un petit peu tantôt. Tu sais, c'est des personnes francophones qui savent communiquer en français, qui savent travailler en français. Des personnes étudiantes qui ont fait leurs études ici, qui sont formées aux normes du Québec, donc ils savent comment la société fonctionne ici. Ou des personnes qu'on a fait venir pour travailler dans certains secteurs. Donc, et à nouveau, tantôt, tu disais, on parlait de gens déjà présents ici. Je pense que beaucoup de gens s'entendent, si on devait dire temporairement, on recrute moins à l'étranger pour les prochaines années, le temps, de plus stabiliser les choses ici, ok, mais là, on dit à des personnes déjà ici, qui contribuent déjà à la société, à l'économie, faut partir. Fait que, c'est comme, c'est là où ça devient... C'est là le non-sens. C'est là le non-sens. Oui, entièrement. Puis, mettons, avec tout ce qui s'est passé avec les politiques gouvernementales, justement, comme l'abolition du PEC, puis même, il y a eu l'instauration de quotas au niveau des universités, on a l'impression que ça a peut-être nuit un peu à l'image du Québec au niveau de l'international. On dirait que le Québec était un peu vu comme étant porte ouverte, un peuple accueillant, puis gentil, tout ça. Comment que, toi, personnellement, tu le vois, comment LQCN le voit? Est-ce que vous avez des témoignages, justement, de l'image du Québec en ce moment qui a été un peu salie à l'international? Oui. C'est certain, je peux parler de mon expérience un petit peu personnelle. Je pense que l'image des Québécois, là, sur un plan personnel, n'a pas changé. Et puis toutes les personnes au Québec, c'est nous aussi, on voit qu'il y a énormément de soutien des Québécois, des Québécoises, de toute sphère, là, comme on en parlait tantôt, là, du patronat, des syndicats travailleurs, même au sein d'autres partis politiques du gouvernement, même au sein présentement de l'ACA, comme on a la chefferie, on le voit. C'est pour ça que on a du mal à comprendre pourquoi il y a cette obstination pour l'instant de, bon, si les choses viennent à changer et vont changer, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas dès maintenant de commencer à en parler plus ouvertement? On a entendu le ministre dire qu'il y avait des mesures transitoires qui étaient en élaboration pour pouvoir une meilleure transition entre les deux, mais... Puis on comprend que ça prend du temps, mais je pense que c'est justement le fait qu'ils ne souhaitent pas nous rencontrer ou qu'ils ne souhaitent pas nous en parler directement. Ça laisse beaucoup de personnes pour l'instant dans le flou. Et on le voit au niveau des chiffres concrètement. Je n'ai pas les chiffres avec moi aujourd'hui, mais dans les articles du Devoir, de la presse, on voit que dans les derniers mois, avec tous les changements, la part d'étudiants étrangers a quand même pas mal diminué. Moi, je le vois dans mes amis, des personnes qui se projetaient rester ici, et puis des personnes qualifiées là, avec des diplômes du Québec qui se disent moi, je pense que je vais. Pourtant, c'est des personnes qui voulaient rester là, qui commencent à me dire moi, je vais retourner en France. Ou des personnes qui étaient, par exemple, dans mon cas en France, que je commence à leur dire si tu viens, sache que si tu veux rester sur le long terme, ça risque d'être un peu plus compliqué. Puis on a même vu, je pense que c'était dans le Devoir récemment. C'est la première fois en je ne sais pas combien d'années que la population du Québec a diminué, notamment avec le départ de beaucoup d'immigrants. Puis on parlait souvent que les immigrants causaient, par exemple, une pression sur le logement, sur les secteurs des services, de la santé et autres. Mais il y avait un article dans la presse, me semble. C'était soit Presse, soit Le Devoir, qui sortit, qui disait que malgré le départ d'immigrants, les prix, ils n'ont pas diminué. Là, non. Le temps d'attente urgence est le même. Il manque encore de logements abordables, évidemment. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme... Oui, le plus il y a de monde, le plus il faut de services. Ça, je suis d'accord. Mais après... On a souvent entendu du gouvernement le terme capacité d'accueil. Notre capacité d'accueil a été dépassée, notre seuil d'accueil. On ne peut pas accueillir de nouveaux arrivants. Mais c'est ça qu'on essaye de dire le plus clairement possible. Nous, personnellement, je pense, et le Québec, c'est nous aussi, on ne se considère plus comme des nouveaux arrivants. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici. Il y en a que ça fait 2 ans. Ce pas des personnes qui viennent d'arriver, qui ont commencé là dans les dernières semaines. C'est des personnes qui sont intégrées dans leur communauté, qui étaient dans des parcours déjà en cours de route. Et on dit il n'y a plus de place, mais on dit mais nous on a des logements, nous on a un travail, nous les enfants sont scolarisés, et le Québec, c'est nous aussi, on voit plein de situations comme ça. Je pense à par exemple un nom qui me vient en tête, c'est Bruna, qui elle venait du Brésil, elle a appris le français de rien, son mari travaille dans l'industrie du film, puis elle, son permis est rattaché au sien, puis là elle travaille dans la petite enfance, puis on sait que la petite enfance il faut du monde, puis pour l'instant, elle n'a pas été sélectionnée. Donc, c'est vrai que, voilà. C'est fou parce qu'en ce moment, il y a plein de personnes qui quittent le territoire, justement. Mais après ça, on voit la ministre de l'Enseignement supérieur en ce moment qui est en Europe pour faire du recrutement, pour faire la publicité pour le Québec, pour dire aux personnes de faciliter, en fait, les échanges avec les pays d'Europe francophones pour pouvoir venir étudier ici. Fait que,
encore là, on dirait qu'il y a une grosse incohérence de dire on veut qu'il y ait des gens qui sont ici, qui parlent français, qui sont qualifiés, qui ont étudié ici. On veut plus finalement qu'ils restent, mais on s'en va chercher d'autres mondes. On dirait que je comprends pas là, les décisions. Nous non plus, on comprend pas. Puis d'une certaine façon, moi personnellement, j'ai commencé à regarder les périodes d'échange au sein de l'Assemblée nationale du Québec, puis je trouve ça vraiment fascinant pour ceux qui nous écouteront. Je trouve ça vraiment intéressant de voir les échanges qui s'y passent. Ouais. Puis on entendait le ministre Auberge dire hey, on va pas s'empêcher d'aller recruter des personnes qu'on a besoin, ciblées, des chiffres ciblés en Europe. Ouais. Oui, mais c'est vrai que le sentiment que nous on a étant ici, puis je le dis un petit peu sur le ton de l'humour, mais c'est un peu un humour jaune là, on a l'impression d'être un peu disposable. C'est ok, merci d'être venu, exact. Merci d'avoir investi. Maintenant que vous avez investi, que vous nous avez aidé, ok, ciao, bye. Puis tu sais, on va remplacer par quelqu'un d'autre. Ça donne cette sensation-là. Est-ce que c'est le but ? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on insiste de vouloir rencontrer le ministre Auberge pour pouvoir avoir plus de clarté. Parce que malheureusement, à date, ces prises de parole nous laissent un petit peu dans le nébuleux. Ouais. Puis une raison que les gens ne sont pas rassurés, c'est, on parlait tantôt des différences PEC, PSTQ, là. C'est vraiment dans les délais d'attente. Là, on voyait sur, je crois que j'ai plus le chiffre récent, mais c'était sur 6-8 000 invités dans le nouveau programme. Il y a comme eu 39 CSQ délivrés à date depuis la création du programme, puis le programme a été créé en juillet. Et au début, on se posait la question de pourquoi ça prenait autant de temps. Puis on voit dans les documents, dans le Québec c'est nous aussi, ont eu de la chance d'être sélectionnés dans vos programmes. Certains demandent dans certains dossiers près de 150 documents de preuve. 150? Ben voyons donc. On commence aussi à comprendre pourquoi ça prend autant de temps pour délivrer de nouveaux papiers, parce qu'on dirait que c'est juste de la surdocumentation, puis de la surpreuve. Si tu vas vérifier 150 bouts de documents par demande, puis il y en a là 10 000 qui ont été sélectionnés, puis ils vont en sélectionner 29 000, je pense, par an. C'était ça leur nouveau quota là, par année. Mon Dieu, ça va prendre beaucoup de fonctionnaires exactement. Pour pouvoir analyser tous ces dossiers-là, puis accepter autant de monde finalement. Là. Est-ce que c'est ça sur le terrain, le sentiment? Est-ce que c'est un découragement qu'il y a en ce moment, ou est-ce qu'il y a encore quand même de l'espoir que on s'en sorte puis qu'on trouve un moyen que ça fonctionne, puis peut-être d'avoir une clause de droit acquis puis tout ça? Je pense que c'est les deux. Il y a un peu un mix. Il y a de l'espoir dans le sens qu'on voit que, bon, là, il y a des élections qui approchent et les deux candidats en parlent. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui prend de l'ampleur là dans la société québécoise. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, Québécoises là, qui ont des personnes ou connaissent des personnes dans leur milieu, soit professionnels, soit étudiants, qui sont comme, ben là, eux, ils sont intégrés, eux, ils parlent français, eux, ils ont leur logement, tout va bien. Pourquoi eux, on leur dit de partir? Pourquoi eux, ça prend autant de temps à les sélectionner, alors que c'est des personnes qu'on veut garder? Puis je vois aussi, au Québec, c'est nous aussi, on voit aussi des histoires de personnes qui, malgré le fait qu'ils aient reçu une invitation de vos programmes, ils sont tellement découragés de voir les temps d'attente, puis ils ont des permis qui expirent, puis pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'accord avec le fédéral pour dire, bon, est-ce qu'une fois qu'on a été sélectionné, on peut renouveler de manière continue les permis de ceux qui sont en attente du CSQ? Parce que c'est ça, c'est quand on fait la demande au fédéral, là, il y a des permis qui se renouvellent de manière continue jusqu'à l'obtention. Mais en attendant d'obtenir son CSQ, si notre permis expire, ben, il faut retourner chez nous, puis qu'est-ce qui se passe avec la demande? Là, on ne sait pas trop. Ce qui est bon, c'est si on sélectionne des personnes puis qui partent, ça va être compliqué. Mais il y en a aussi qui partent pour d'autres provinces, par exemple, au Canada. Ça, on le voit, malgré le fait qu'ils aient été sélectionnés, parce que les critères de sélection et les points requis de la sélection il y a un programme qui s'appelle Entrée Express dans le reste du Canada, est beaucoup plus favorable aux francophones présentement. C'est quand même fou de savoir qu'il y a des personnes quand même qui vont rester au Canada, mais que les politiques au Québec en ce moment, puis les programmes, c'est tellement compliqué qu'ils décident d'aller ailleurs. Alors qu'on veut des francophones au Québec, c'est un peu ça aussi, le côté où on entend... perd des francophones qui s'en vont ailleurs au Canada. C'est quand même fou. Puis tant mieux pour le Canada, mais c'est dommage pour le Québec, alors que c'est la chose, on veut protéger la langue, on veut protéger la culture francophone au Québec, puis c'est important. C'était une des raisons, par exemple, moi, que j'ai choisi le Québec. C'était un bout de l'Europe, un bout de la France en Amérique du Nord, le côté français. Puis on perd des gens francophones qualifiés pour le reste du Canada ou qui rentrent chez eux. C'est incroyable, honnêtement. Si vous pouviez vous asseoir à l'UQCNA avec le ministre de l'Immigration, Roberge, est-ce que vous avez des solutions à proposer? Ça serait quoi? C'est quoi qui sera à faire dans l'immédiat pour pouvoir aider cette population-là?
nous, une des pistes qu'on avait parlé lors de nos réunions, ce serait de trouver une solution, par exemple, pour ceux qui sont sélectionnés, qui attendent leur CSQ, que le gouvernement du Québec puisse parler avec le gouvernement du Canada et trouver une solution pour, OK, est-ce qu'on peut renouveler les permis de ceux qui sont déjà ici, qui attendent leur CSQ. Je pense récemment, j'avais vu, je ne veux pas dire n'importe quoi là, mais il y avait comme un petit accord qui a été trouvé que ils vont renouveler ceux avec des permis fermés, par exemple, en attente du CSQ de 1 an, de 12 mois. Mais par exemple, les étudiants qui ont des permis de travail ouverts post-diplôme, puis ça, c'est la voie utilisée par exemple, les étudiants. Après leurs études, ils peuvent faire un post-diplôme, puis travailler 2-3 ans dans n'importe quel secteur au Canada. Eux, par exemple, leur permis ne pourrait pas être renouvelé parce que c'est un permis ouvert. Et un permis fermé, il faut savoir, c'est comme on est associé à une entreprise, puis on ne peut que travailler pour cette entreprise. Permis ouvert, c'est qu'on peut travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Fait que ça permet aussi plus de liberté. Si jamais ça se passe mal avec un employeur, on peut aller autre part sans avoir à refaire une demande. Donc ça serait une des solutions, trouver une manière de prolonger les permis de ceux qui attendent leur CSQ, peu importe si c'est permis de travail ouvert ou permis fermé. Une autre, et nous c'est ça, et on va continuer à revendiquer ça, c'est le retour du PEC. Le retour du PEC pour ceux qui étaient concernés, les orphelins du PEC, ceux qui auraient eu droit à une clause de droit acquis, on pense, c'est les personnes qui sont venues ici quand des règles étaient en place, des règles claires, qu'ils étaient en train d'acheminer vers leur parcours, parce que 2/3 de programme ou la moitié d'un programme en route, puis là d'un seul coup, ah non, il faut aller dans le nouveau programme, alors qu'il y en a beaucoup qui ont quitté leur pays d'origine parce que ce programme existait, parce qu'ils savaient que, bon, si je travaille, si je remplis les critères, si j'étudie ici, si je le souhaite, je vais pouvoir rester. Ils sont venus, ils ont tout quitté dans leur pays d'origine pour venir ici, puis qu'ils se retrouvent sans ça. Enfin, que ce serait au moins de trouver une transition équitable pour les personnes qui sont ici, peu importe le domaine, parce que quand ils sont venus, il y avait des domaines déjà en place, donc ça serait un peu stupide, si je peux dire ça, de dire à des personnes, je sais pas, qui travaillent, comme je dis, dans la restauration, c'est un milieu qui est en besoin, dans l'hôtellerie ou il y a plein d'autres secteurs, là, tu sais, qui sont pas plus tant éligibles au PSTQ, ou du moins priorisés, ou de leur dire, vous êtes ici, vous payez vos impôts, vous avez votre logement, vous avez tout ce qu'il faut, mais on ne peut pas vous garder. Ça paraît quand même aberrant, puis qu'on continue en plus à faire des recrutements à l'étranger, ce qui est encore plus, pour nous, incohérent. Ouais, je pense que de façon générale, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est vraiment en ce moment le ministre, en fait, M. Roberge de l'immigration, qui s'entête à vouloir comme abolir ce programme-là, puis pas trouver de mesures de transition, puis pas venir soutenir la population en ce moment, puis les laisser dans ce sentiment-là, finalement, d'instabilité que tu as nommé tantôt. Pourtant, il y a comme un consensus au sein de la CAQ même, ce qui est assez incroyable. Les deux candidats à la chefferie, tu l'as dit, qui sont d'accord qu'il faut faire quelque chose. Ils ont des solutions différentes, mais quand même, d'apporter un certain soutien à la population qui est ici en ce moment, puis qui se pose beaucoup de questions. Fait que c'est quand même fou que... Personnellement, M. Roberge s'entête encore à faire ça. J'étais quand même étonnée aussi de savoir qu'ils n'ont pas pris la peine de prendre une rencontre avec vous autres, d'écouter. Tu sais, je pense que le QCNA, c'est vraiment une représentation de la société civile en ce moment au niveau de l'immigration. Puis vous avez été vraiment parlant aussi dans les médias, très présent. Tu sais, je pense, normalement, un cycle de nouvelles, c'est quand même assez rapide. Puis souvent, il y a quelque chose qui arrive au niveau du gouvernement, puis on passe à autre chose assez rapidement. Ouais, mais on parle encore de l'abolition du PEC aujourd'hui dans les médias. Puis ça, je pense que c'est beaucoup, beaucoup dû à LQCNA qui n'a jamais lâché le morceau. Puis pour ça, pour vrai, je vous dis bravo, parce que je pense que c'est ça qui a fait que la société québécoise s'est rangée derrière les immigrantes en ce moment. Pourquoi il y a 47 maires et mairesses à travers le Québec qui a dit qu'il devait y avoir quelque chose qui soit fait au niveau du PEC. Pour vrai, good job, genre c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun ce que vous faites, puis vraiment je pense que ça a permis de créer un sentiment un peu d'espoir puis de communauté aussi au sein des personnes en ce moment sur le territoire du Québec qui veulent juste aider ces humains-là, parce que d'abord avant tout, c'est des humains qui sont derrière ces chiffres-là. Peut-être pour clore l'épisode, est-ce que tu as un message pour les Québécois, les Québécoises qui nous écoutent aujourd'hui? On vous aime, on vous aime, on se sent québécois, nous aussi, tu sais, c'est... Moi, là, si je devais retourner en France, j'aime la France, mais tu sais, je me sors, je dis ma vie, elle est ici maintenant. Mes amis sont ici, j'ai encore des amis en France, mais tu sais, j'ai la grosse partie de ma vie, elle est là. J'ai mon logement ici, j'ai des expériences professionnelles, tu sais, qui vont venir à moi, là, qui sont ici. Et dans le Québec, nous aussi, c'est que ça, tu sais, c'est que des gens. Tu sais, l'immigration, tu sais, ça peut être toujours, tu sais, oh my God, tu sais, comme on a dit tantôt, tu sais, des personnes qui vont venir, ils prennent, ils profitent. Et tu sais, et la grande
grande majorité, c'est pas ça. La grande majorité, ce sont des personnes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent aujourd'hui, qui connaissent au moins une personne dans leur entourage, que ce soit directement ou indirectement, une personne qui travaille, ou qui a étudié, ou qui étudie, ou qui vit ici, tu sais, et qu'ils se disent, ben... il fait partie de nous, là, tu sais, quand j'en parle avec mes amis, ils se disent, ben toi, t'es plus français, toi. T'es rendu québécois, non, on t'accepte. On en rigole, puis on se taquine avec, tu sais, puis des fois, quand mon côté français sort, ils sont comme, wow, attention, on va te renvoyer chez toi, tu sais, en blague, là. Mais non, c'est ça, on se sent, on est attaché, tu sais, et je pense que c'est ça, les Québécois et Québécois, tu sais, s'il y en avait, tu sais, certains qui nous écoutent qui étaient plus doutés de ça, moi, je pense que le message principal avec le Québec, c'est nous aussi, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, c'est des personnes qui se sentent tout simplement chez eux et qui s'intègrent, qui adhèrent, tu sais, à la façon de vivre au Québec, puis sinon, tu sais, on souhaiterait pas rester non plus, tu sais, si on n'avait pas créé des liens, tu sais, on a vraiment créé des liens avec nos communautés, que ce soit au travail, avec nos amis, à l'école. Ouais, puis je pense pour faire un lien avec ce que tu as dit au début aussi, tu sais, quand on parle de migration, on parle de personnes qui sont ici en ce moment. On parle de personnes qui ont déjà contribuer à la société québécoise, qui continuent à le faire actuellement, puis qui veulent continuer à le faire. On parle pas de personnes qui viennent nécessairement de débarquer, puis sont encore en train d'apprendre la culture, etc. Non, c'est ça. On parle de personnes qui sont impliquées en ce moment, puis qui veulent juste pouvoir rester finalement, puis pouvoir que le gouvernement respecte leurs promesses. Fait que je pense que ça fait une belle conclusion à cet épisode-là. Merci beaucoup d'être venu, de t'être prêté au jeu du Hec en ondes. J'espère que tu as apprécié ton expérience de balado. Absolument. Merci à ma première expérience, là. Merci à toi et merci à vous de nous avoir invités. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir justement donner le plus de... mettre en lumière, tu sais, ce sujet. Puis là, c'était une superbe occasion, là, dans un échange, là, tu sais, de... Just talk. Exactement, juste deux amis qui jasent. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Fait que merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce deuxième épisode sur les enjeux vécus par la communauté étudiante internationale. On se retrouve dans 2 semaines pour le dernier épisode de la thématique, mais également le dernier épisode de la saison. J'aurai la chance de recevoir des personnes étudiantes qui viendront livrer leurs témoignages. N'oubliez pas, en attendant, de vous abonner sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'au compte Instagram UEC en ondes. Un grand merci à l'équipe de Virage Sonore ainsi qu'à l'équipe de production de l'UEC sans qui ce projet ne serait pas possible. À bientôt! Merci d'avoir rejoint Coralie Rivet-Ducharme. Présentement, je suis occupée, je suis en train de tourner un balado. Arts and Crafts du matin. Ça peut être dans le blooper reel. Dans les bloopers.